Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un livre vraiment à part. Oui, tout à fait. Écriture raw, Mémoire d'un métier de Stephen King. C'est un ouvrage fascinant, à mi-chemin entre l'autobiographie et Et le guide pratique. signé par un des auteurs les plus lus de la planète. Rien que ça. Voilà. L'idée, c'est un peu de comprendre comment se fabrique un raconteur d'histoire de cette trempe. On va aller fouiller dans ses souvenirs, qui sont parfois Complètement dingue. carrément. Et on va essayer d'en extraire ses leçons, ses conseils les plus importants sur le métier d'écrivain. Et ce qui est génial avec ce livre, c'est sa structure. Il y a d'abord ce qu'il appelle son CV, donc son parcours, ses années de formation. Mhm, Et après, il y a une partie très concrète, la fameuse boîte à outils. c'est ça. On est vraiment loin du mythe de l'artiste qui attend l'inspiration divine. Pour lui, c'est un artisanat, un métier. Exactement. Et d'ailleurs, pour donner le ton, il y a une anecdote de départ que je trouve géniale. King a joué dans un groupe de rock. Ah oui, les Rock Bottom Remainders. C'est ça. Un groupe quasi exclusivement composé d'écrivains célèbres. Amy Tan, Dave Barry, L'image est assez surréaliste quand on y pense. complètement. Et l'idée du livre, justement, elle est née là. C'est Amy Tan qui lui fait remarquer un truc. Quoi donc? Elle lui dit que personne ne pose jamais de questions aux auteurs de romans populaires, à ceux qui vendent des millions de livres sur leur rapport au langage. Ah, c'est vrai. On réserve ça aux auteurs dits littéraires. Voilà. Et King, il a voulu combler ce vide. Pour commencer, il pose une idée très forte. On ne fabrique pas un écrivain. Hmm. Le talent, pour lui, c'est une sorte de don de départ. Soit on l'a pas. Mais, Mais, et c'est tout l'enjeu, ce talent, il peut et il doit être affiné, travaillé. D'ailleurs, il décrit son enfance comme un paysage embrumé. c'est une belle image. Ce n'est pas une histoire bien linéaire, ce sont juste des souvenirs très vifs, très forts, qui émergent comme ça, sans lien apparent. Et c'est ça, en fait, la matière première de l'écrivain. C'est ça. Ces fragments de mémoire. Une douleur, une odeur. C'est le puits dans lequel il va piocher toute sa vie pour créer ses fictions. Et certains de ses souvenirs sont incroyables. Le plus ancien, il devait avoir 2 ou 3 ans. D'accord? Il s'imagine être l'Hercule du cirque, en train de soulever un parpaing. D'accord. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait un nid de guêpes. Il se fait piquer, il lâche le bloc de béton Oh non. qui lui écrase les orteils. C'est cette collision, quoi, entre l'imagination grandiose et la douleur la plus brute. C'est une tension qu'on retrouve partout dans son œuvre. Cette rencontre entre le merveilleux de l'enfance et une violence très, très réelle. C'est exactement ça. Il y a aussi l'épisode de la babysitter. Et la Biola, Rien que le nom. une ado qui le terrifiait et l'amusait. Apparemment, elle le forçait à manger des œufs jusqu'à ce qu'il vomisse. Charmant. Et le pire, c'est qu'elle lui pétait au visage en criant «Pandou». On comprend mieux son sens de l'humour un peu particulier. Mais le fait qu'il transforme ça en une métaphore de la critique littéraire, Oui. c'est ça qui est génial. Il recycle une expérience humiliante pour en faire une anecdote pleine d'esprit. C'est déjà le regard de l'écrivain. Et au cœur de cette enfance, il y a sa mère, Nelly. Un personnage incroyable. Hmm. Elle était loin de le surprotéger. Elle lui racontait des histoires de mort hyper graphiques. Ah ouais, ouais. L'histoire d'une fille qui se noie ou d'un marin qui saute d'un toit et qui a giclé de partout. C'est une éducation au réel, même dans ce qu'il a de plus sombre. Mais c'est surtout elle qui a tout démarré. Un jour, elle le surprend en train de recopier une BD. Et au lieu de le gronder, elle lui lance un défi. Le fameux défi. Je parie que tu peux faire mieux. Invente-en une toi-même. Alors il se met à écrire, il crée un personnage, Mr. Rabbit Trick. Oui. Il écrit 4 histoires. Et pour chaque histoire, sa mère lui donne 25 cents. Et c'est là que tout se joue. Son premier dollar gagné comme écrivain. C'est un moment absolument clé. Ce n'est pas juste un encouragement. En le payant, même si c'est symbolique, Oui, elle traite son travail avec sérieux. Elle ne dit pas «c'est mignon mon chéri». Elle dit «ce que tu fais a de la valeur». Elle le professionnalise. il y a un autre souvenir, beaucoup plus sombre, qui l'a marqué à vie. À 6 ans, il a des otites terribles. Le médecin doit lui percer le tympan. 3 fois. Avec une très longue aiguille. Aïe. Et à chaque fois, le médecin lui ment. Il lui dit « ça ne va pas te faire mal ». C'est trahison de la confiance. Exactement. Et de là, il tire une règle de vie. Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Trompe-moi 3 fois, honte à nous deux. C'est terrible. Et ce mensonge répété, ça ne va pas te faire mal, on le retrouve partout chez lui. Les monstres font mal, c'est leur rôle. Mais les vrais monstres, ce sont souvent les figures d'autorité qui trahissent. C'est ça. La douleur physique, elle passe. Mais la perte de confiance, dans l'adulte, dans celui qui est censé protéger, ça reste.
Une cicatrice psychologique qui a nourri tout son imaginaire, c'est certain. Alors, ces expériences d'enfance sont une chose, mais après, il faut bien essayer de vendre ce qu'on écrit. Oui, Et sa première tentative au collège est incroyable. Il écrit une adaptation du film d'horreur Le Puits et le Pendule. d'accord. Il l'imprime lui-même et il en vend des dizaines d'exemplaires dans la cour de récré. Pour 25 cents. Son premier best-seller. Forcément, ça ne pouvait pas bien se terminer. Évidemment. Ça se termine dans le bureau de la directrice, Mrs. Lair. Oh, l'autorité encore. Toujours. Elle le force à rembourser tout le monde et lui pose cette question, presque méprisante. Stevie, pourquoi tu écris des bêtises pareilles? Tu as du talent, pourquoi le gâcher? Mais cette phrase est terrible. C'est une phrase que tous les créateurs, je pense, ont entendue un jour ou l'autre. C'est vrai. C'est ce conflit entre ce qui vient des tripes, la création brute, et l'institution qui veut la juger, la civiliser. Cette voix qui dit « Est-ce que c'est assez respectable ce que tu fais ?» Il raconte que ça lui a pris des années pour se débarrasser de cette honte. Mais la plus grande leçon d'écriture de sa vie, il la reçoit un peu plus tard. de son rédacteur en chef. Oui, John Gould, au journal local. Gould prend un de ses articles, il sort un gros stylo noir, et sous ses yeux, il raye, il bisse, il enlève tout le superflu. Les adverbes, les adjectifs inutiles, les phrases trop longues. Et il lui dit cette phrase qui va tout changer pour lui. Laquelle? Quand on écrit une histoire, on se la raconte à soi-même. Quand on se relit, le gros du travail consiste à enlever ce qui ne fait pas partie de l'histoire. C'est la leçon du sculpteur. Le travail, c'est pas d'ajouter, c'est d'enlever. D'enlever tout ce qui n'est pas la statue. Exactement. Il passe de l'amateur qui veut impressionner à l'artisan qui veut être clair et efficace. Gould lui donne un autre conseil en or. Écrivez la porte fermée, corrigez la porte ouverte. Ah, ça c'est fondamental. En gros, le premier jet, c'est pour soi. Sans censure. C'est intime. Une forme de vulnérabilité nécessaire. Et la réécriture, la correction, là on ouvre la porte. Et on pense au lecteur. On se demande, est-ce que c'est compréhensible pour quelqu'un d'autre? C'est un équilibre parfait entre l'intime et le public. Et donc on voit bien comment toutes ces expériences ont rempli sa besace. Mais comment on passe de souvenirs bruts à une histoire qui fonctionne vraiment? Oui, comment la magie opère. C'est là qu'il pose une question toute simple. Au fond, c'est quoi écrire? Et sa réponse est géniale. Lumineuse. De la télépathie, bien entendu. Oui. Et il utilise une image pour ça. Il nous demande d'imaginer une table avec un tapis rouge. Mhm. Sur la table, une cage. Et dans la cage, un lapin blanc avec un chiffre 8 peint en bleu sur son dos. Voilà. Et même si on imagine tous en rouge un peu différent ou une cage de taille différente, L'image essentielle, l'image du lapin avec le 8 bleu, elle est passée de son esprit au nôtre. c'est ça l'écriture. Cette transmission mentale. C'est une idée très forte. Ça veut dire que l'écriture n'est pas juste de l'expression personnelle, c'est un acte de communication qui demande une précision quasi chirurgicale. Une énorme responsabilité. Si l'image de l'auteur est floue, la télépathie échoue, Et pour que ça marche, il faut des outils. C'est sa fameuse boîte à outils. comme celle de son grand-père charpentier. Exactement. Et les outils les plus importants sont dans le compartiment du haut. Le premier, c'est le vocabulaire. Et son conseil là-dessus est très décomplexant. Totalement. Il dit « Utilisez les mots que vous connaissez. N'essayez pas de paraître plus intelligent avec des mots compliqués. Le but, c'est la clarté. C'est un message presque anti-élitiste. Il ne faut pas être un académicien pour raconter une histoire, mais Mais il faut maîtriser ses outils de base, par respect pour le lecteur. le deuxième outil, justement, c'est la grammaire, le squelette du texte, comme il dit. Et il insiste sur le duo fondamental, nom et verbe. Sujet et action. Voilà. Sa phrase d'exemple est parfaite. Les rochers explosent. Jeanne transmet. C'est la base de tout. Le reste, c'est de l'habillage. Et sans cette base solide, la télépathie ne peut pas fonctionner. Tout s'écroule. Dans sa boîte, il y a aussi des outils qu'il déteste, Oui. ceux qu'il faut utiliser avec une extrême prudence. Sa première bête noire, la voix passive. La réunion sera tenue. C'est ça. Il trouve ça timoré, faible. Il dit que c'est la grammaire des gens qui ont peur de prendre leurs responsabilités. Il faut préférer la voix active. Nous tiendrons la réunion. C'est plus direct, plus fort. Ça met en avant celui qui agit. Sa deuxième hantise, ce sont les adverbes. Surtout ceux en ment. Ah, les adverbes. Il a cette phrase terrible. La route menant en enfer est pavée d'adverbes. Pour lui, c'est une béquille, la béquille d'un verbe faible. Au lieu de dire « il referma brutalement la porte Il faut écrire », il claqua la porte. C'est un verbe plus fort, plus imagé. L'adverbe, c'est souvent un signe que l'auteur ne fait pas confiance à son lecteur. Il lui dit quoi penser. c'est le fameux dire au lieu de montrer. Exactement.
C'est le b.a-ba de l'écriture efficace. Donc si on résume, l'approche de King, c'est ce mélange fascinant entre des souvenirs très intenses et des conseils très concrets, très artisanaux. Oui, Son parcours montre qu'un écrivain se nourrit de tout, le drôle, le tragique, le banal. Et ses conseils nous ramènent toujours à l'essentiel, la clarté, l'honnêteté et le travail. et ce qui est frappant, c'est que ces leçons, elles vont bien au-delà de l'écriture. Ah oui? Ben oui. Sa métaphore de la télépathie, c'est un plaidoyer pour une communication claire dans n'importe quel domaine. C'est vrai. La boîte à outils, c'est un rappel que tout métier demande de maîtriser des fondamentaux. Et la leçon de John Gould sur le fait d'enlever le superflu. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Apprendre à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et pour finir, il y a une dernière pensée de King que je trouve très belle. Il raconte qu'il a longtemps rêvé d'un bureau immense au centre d'une grande pièce. Et qu'il a finalement installé son bureau actuel, beaucoup plus modeste, dans un coin. Il conclut avec cette phrase. Je vois laquelle. La vie n'est pas un système logistique destiné à soutenir l'art. C'est le contraire. C'est une phrase qui laisse à réfléchir. Que se passe-t-il quand on choisit de ne pas mettre son travail au centre absolu de son existence? Quand on décide de le mettre dans un coin, au service de la vie elle-même? Quel équilibre ça pourrait nous apporter? Peu importe notre métier